ce restaurant est bien trop cher pour toi, s'est moquée ma sœur. J'ai souri et j'ai continué à manger. Lorsqu'elle a demandé l'addition, le serveur a dit quelque chose que personne n'attendait. Sa fourchette est tombée au sol. Je m'appelle Claire Benoît, j'ai 35 ans, et hier soir, il s'est produit quelque chose que j'attendais de voir depuis plus d'une décennie. Pendant que ma sœur aînée se moquait de mon budget limité, j'ai simplement souri et j'ai continué à savourer mon plat principal. Toute ma vie, j'ai été la fille oubliée, celle qui ne méritait ni attention ni reconnaissance. Mais maintenant, après des années de travail acharné, j'ai enfin eu mon moment. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé de pique. Je n'ai même pas pris la peine de corriger ces suppositions. J'ai juste attendu. Et quand le serveur s'est approché à la fin de la soirée, tout a changé en un instant. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible au sein de votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. La chose à propos du fait d'être négligé toute sa vie, c'est que l'on développe un super pouvoir. On devient invisible par choix. On apprend à observer, à attendre, à laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont sans aucune interférence de votre part. Et hier soir, ma chère sœur Hélène a livré la performance de sa vie. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire commence bien avant ce restaurant. Elle commence dans une petite ville de province où j'ai appris qu'être la sœur cadette signifiait être le personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Hélène était toujours la star, la fille parfaite qui obtenait les meilleures notes, les meilleurs vêtements, le meilleur de tout. J'étais juste là, comme un meuble qui avait occasionnellement besoin d'être nourri. Mes parents, que Dieu les bénisse, n'ont jamais essayé de cacher leur favoritisme. Mon père rayonnait de fierté en parlant des accomplissements d'Hélène alors que je restais assise là comme une plante en pot qui avait appris à hocher la tête à des intervalles appropriés. Ma mère passait des heures à aider Hélène avec ses devoirs tout en me disant de te débrouiller toute seule parce que j'étais si indépendante. Traduction, nous sommes trop occupés à investir dans notre vraie fille pour nous inquiéter de toi. Indépendante. C'était leur mot de code pour dire ignorer. Mais savez-vous quoi? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Parfois, elle est servie exactement à la bonne température avec un accord mets et vin parfait et un accompagnement de justice poétique. Parfois, c'est regarder quelqu'un réaliser qu'il était assis dans votre royaume tout en vous disant que vous n'avez pas votre place près de la royauté. Voyez-vous, pendant qu'Hélène vivait son fantasme d'enfant chéri, recevant tout sur un plateau d'argent, je construisais tranquillement quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. J'apprenais que les gens qui vous sous-estiment vous offrent le plus grand cadeau de tous, l'élément de surprise. Chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'ils oubliaient de m'inclure, chaque moment où ils me faisaient me sentir petite, je prenais des notes. Des notes mentales qui me serviraient bien plus tard. L'ironie est magnifique quand on y pense. Ils ont passé tellement de temps à me dire que je n'étais pas assez bien qu'ils n'ont jamais pris la peine de regarder ce que je devenais. Pendant qu'ils étaient occupés à célébrer le parcours prévisible d'Hélène dans les grandes entreprises françaises, je créais quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Quelque chose qui finirait par leur faire tomber la mâchoire et ferait s'effondrer leur certitude. Et hier soir, après 35 ans passés à être traité comme la déception de la famille, j'ai enfin pu utiliser ce cadeau. Le regard sur le visage d'Hélène quand elle a réalisé qui j'étais vraiment. Inestimable. Absolument inestimable. C'était comme regarder quelqu'un réaliser qu'il avait insulté la royauté tout en étant assis dans le palais royal. Mais je m'égare encore une fois. Vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là, car ce n'est pas seulement une histoire de restaurant. C'est l'histoire de ce qui arrive quand l'outsider cesse d'essayer de prouver sa valeur à des gens qui n'allaient de toute façon jamais la voir, et commence simplement à être elle-même. Il s'agit de ce qui arrive quand on arrête de mendier des miettes et que l'on commence à cuire son propre pain. Il s'agit du goût doux, si doux, du succès qui ne vient pas de la vengeance, mais du fait de devenir tout ce qu'il disait que vous ne seriez jamais. Alors, attachez vos ceintures car ce voyage comporte plus de rebondissements qu'une usine de bretzel. Et chaque instant en valait la peine. Grandir dans l'ombre de ma sœur aînée, Hélène, c'était comme vivre dans une éclipse permanente. Elle était l'enfant premier-né parfait, l'enfant prodige qui recevait toujours le meilleur de tout ce que notre famille avait à offrir. Tandis qu'Hélène recevait des cadeaux coûteux, des fêtes élaborées et un soutien financier pour tous ses rêves, je vivais des restes, des vêtements d'occasion,
des vœux d'anniversaire précipités et un silence complet sur mes propres aspirations. La différence de traitement était si évidente que même les amis de la famille faisaient des remarques. Ne penses-tu pas que Claire mérite son tour? Je me souviens que Madame Lambert, la voisine, avait demandé un jour quand mes parents avaient acheté une voiture à Hélène pour son 16e anniversaire. Ma mère a simplement ri. Claire comprend qu'elle doit attendre son tour. Mais mon tour n'est jamais venu. C'était comme être dans une file d'attente pour une attraction qui avait été définitivement fermée, mais personne n'avait pris la peine de vous le dire. Mon père, un directeur de banque respecté dans notre petite ville, ne cachait jamais sa fierté pour la carrière d'Hélène dans le monde de la finance. Elle suit mes traces, disait-il constamment lors des dîners de famille, le torse bombé comme un paon montrant ses plumes. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour les arts culinaires à 16 ans, j'ai entendu de sa part, cuisiner est un passe-temps, pas une carrière. Ma mère, enseignante au lycée, partageait la même vision car apparemment, dans leur monde, la créativité n'était qu'une phase mignonne que l'on dépassait en grandissant, comme croire au Père Noël ou penser que l'on pouvait être tout ce que l'on voulait. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le rejet lui-même, mais la façon désinvolte dont il était formulé, comme s'il discutait de la météo. Nous devons d'abord investir dans l'avenir d'Hélène, expliquait-il avec la patience de saint parlant à un enfant particulièrement lent. Elle est déjà à l'université. Elle a besoin de notre soutien pour s'établir. Quand ce sera ton tour, nous verrons ce que nous pourrons faire. L'expression « nous verrons » est devenue la bande-son de mon enfance. Nous verrons pour ta fête d'anniversaire. Nous verrons pour ce voyage scolaire. Nous verrons pour tes rêves. La logique était simple dans leur esprit. Pourquoi gaspiller des ressources pour une carrière incertaine comme la gastronomie alors qu'ils pouvaient garantir qu'au moins une fille réussirait dans le monde de l'entreprise qu'ils comprenaient et appréciaient? C'est parfaitement logique, n'est-ce pas? Enfin, si vous vivez dans les années 1950 et pensez que la créativité est quelque chose que seules les personnes instables poursuivent. Claire a toujours été indépendante. Elle se débrouille très bien toute seule, était ce qu'il disait quand quelqu'un remettait en question la différence évidente de traitement. Et c'est devenu l'histoire qu'il racontait si souvent que même moi j'ai commencé à y croire. Parce que si vous entendez quelque chose assez souvent, cela devient votre vérité, que vous l'aimiez ou non. Je suis devenu l'enfant facile, celle qui n'avait pas besoin d'attention, celle qui pouvait gérer la déception avec grâce. Je me souviens d'un Noël où Hélène a reçu un ensemble de caméras professionnelles qu'elle désirait, alors que j'ai reçu un livre de cuisine de base de la section des soldes. Les étiquettes de prix étaient encore sur les deux cadeaux. Le cadeau d'Hélène valait plus que ce que je verrais en argent de poche pendant une année entière. Mais quand j'ai eu l'air déçu, mon père a eu l'audace de dire, au moins, tu as reçu quelque chose de pratique qui correspond à tes intérêts. Comme si le fait que ce soit lié à la nourriture compensait le fait que c'était clairement une pensée après coup. Quand j'ai enfin terminé le lycée, il n'y a eu ni voiture ni célébration, car mes parents étaient trop occupés à payer pour la fête de remise des diplômes d'Hélène. Et quand j'ai réussi à entrer dans un lycée hôtelier renommé, encore une fois, j'ai entendu qu'il n'y avait aucun moyen de m'aider. Après tout, Hélène était sur le point de se marier, et les finances familiales avaient déjà leur destination tracée. J'ai passé mon 18e anniversaire à manger du gâteau seul dans ma chambre pendant que mes parents discutaient des plans de mariage d'Hélène en bas. Le gâteau avait été acheté en magasin, générique. Les bougies étaient des restes de sa dernière fête d'anniversaire. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse en fixant mon reflet dans le miroir de ma chambre. Je ne passerai pas ma vie à mendier des miettes de leur table. Je construirai mon propre fichu restaurant. J'ai continué à essayer de gagner leur approbation comme une sorte de masochiste émotionnel qui ne comprenait pas l'allusion. Je rendais visite à mes parents à chaque fête, j'aidais lors des réunions de famille et j'apportais toujours de petits cadeaux faits à la main qui finissaient oubliés dans un tiroir. J'appelais chaque semaine pour prendre des nouvelles de tout le monde, même si je recevais rarement le même traitement en retour. C'était comme être dans une relation à sens unique avec une famille entière. Pendant la planification du mariage d'Hélène, je me suis investi pour aider avec un enthousiasme qui me fait maintenant grincer des dents. J'ai passé des semaines à aider aux préparatifs, restant éveillé tard pour assembler les arrangements floraux qu'elle avait choisis, même si je travaillais 2 emplois pour payer mes factures. Pendant la réception, je suis resté dans la cuisine pour m'assurer que tout soit parfait pour le grand jour de ma sœur. Parce que Dieu sait qu'il fallait que quelqu'un s'assure que le jour spécial de la princesse Hélène se déroule sans accroc. Le mariage lui-même fut une leçon magistrale sur la dynamique familiale.
J'ai regardé mes parents rayonner de fierté alors qu'Hélène descendait l'allée dans une robe qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe. J'ai aidé à coordonner avec les traiteurs, j'ai arrangé les détails de dernière minute et j'ai veillé à ce que chaque invité se sente le bienvenu. Mais quand vint le moment des photos de famille, j'ai été relégué au dernier rang, partiellement caché derrière un cousin que je connaissais à peine. « Claire, pourrais-tu servir d'autres verres de champagne ?» m'a demandé ma mère alors que je regardais tout le monde s'amuser à la fête que j'avais aidé à organiser. Je jure que j'aurais pu porter un t-shirt stagiaire non rémunéré et personne n'aurait remarqué l'ironie. Même au mariage de ma sœur, j'étais toujours juste l'aide de service. Pendant le toast, mon père a parlé pendant 20 minutes du brillant avenir du couple, mentionnant à quel point il était fier de la fille qui avait toujours été sa fierté. Il a parlé des accomplissements d'Hélène, de son avenir radieux, de son merveilleux mari. Il a parlé des traditions familiales et de l'héritage. J'ai juste souri et levé mon verre, invisible comme toujours. Sérieusement, j'aurais pu être un fantôme et obtenir plus de reconnaissance. « Ne t'inquiète pas pour Claire », a dit ma mère à l'organisatrice du mariage lorsqu'on lui a demandé où je devais m'asseoir pour le dîner formel. Elle peut s'asseoir n'importe où. Elle comprend. Et j'ai compris. J'ai compris que j'essayais de gagner une place à une table qui ne serait jamais la mienne. J'ai compris que peu importe à quel point j'aidais, combien je donnais, combien j'essayais d'être la fille parfaite, je serais toujours le personnage secondaire dans leur histoire. La partie la plus triste ? J'ai gardé une photo de ce mariage sur ma commode pendant des années. Non pas parce que c'était un souvenir heureux, mais parce que c'était la seule photo de famille où j'étais réellement dans le cadre, même si j'étais flou à l'arrière-plan. Parler d'un symbolisme, n'est-ce pas ? Même sur les photos, j'étais une pensée après coup. Après le mariage, je restais éveillé à me demander ce que je devais faire pour compter. Obtenir un doctorat ? Guérir le cancer ? Inventer le voyage dans le temps ? Gagner à la loterie et leur acheter une maison ? Parce qu'apparemment, être un être humain décent qui se présentait à chaque événement familial et aider pour tout ne suffisait pas. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je n'étais pas le problème. Je n'ai jamais été le problème. Le problème était que j'essayais d'extraire de l'eau d'une pierre, de l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur investissement. Je mendiais de la reconnaissance auprès de personnes qui avaient choisi leur favorite bien avant que je comprenne que le jeu était truqué. Avez-vous déjà été senti invisible au sein de votre propre famille ? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà été la pensée après coup dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Finalement, j'ai appris à ne plus rien attendre d'eux, mais c'était une leçon qui s'accompagnait de son propre chagrin. Durant ces années entre le lycée et le départ de la maison, j'ai suivi tous les cours de cuisine que je pouvais m'offrir au Greta local, travaillant à temps partiel pour les payer pendant que mes parents se concentraient entièrement sur la trajectoire de carrière d'Hélène. Je travaillais dans une petite brasserie les week-ends, apprenant les compétences de base en cuisine pendant qu'Hélène profitait de son expérience universitaire aux frais de mes parents. Ces cours de cuisine sont devenus mon sanctuaire. Dans cette petite cuisine démodée avec ses fours capricieux et son équipement dépareillé, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu à la maison, la reconnaissance pour mes capacités réelles. Le chef Rochefort, l'instructeur, était un homme bourru d'une 60aine d'années qui avait travaillé dans des cuisines de restaurants toute sa vie. Il ne se souciait pas de la dynamique familiale ou du favoritisme. Il se souciait de savoir si vous pouviez couper un oignon correctement sans pleurer et si vous compreniez que la cuisine était à parts égales de la technique et du cœur. « Tu as de bons instincts, Claire », m'a-t-il dit après que j'ai préparé avec succès une sauce complexe qui avait bloqué la moitié de la classe. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas une vraie carrière. J'ai vu des avocats qui ne savent même pas faire bouillir de l'eau correctement. C'était la première fois qu'un adulte validait mon choix. Et je me suis accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Et c'est avec cette base, une valise, un peu d'argent soigneusement économisé et énormément de courage que j'ai quitté ma province pour me rendre à Paris, à la recherche d'un nouveau départ. J'avais 25 ans et j'étais déterminé à prouver ma valeur. À moi-même, plus à eux. L'adieu fut aussi silencieux que mon existence dans cette maison l'avait été. J'ai dit à mes parents lors d'un dîner dominical que je déménageais. Mon père a hoché la tête avec distraction tout en regardant le match à la télévision. Ma mère m'a demandé si j'en étais sûr, mais avant que je puisse répondre, Hélène a appelé pour parler de son nouvel emploi, et la conversation sur mon départ a été oubliée, car bien sûr elle l'a été.
J'aurais pu annoncer que je rejoignais le cirque et obtenir le même niveau d'attention. La nuit avant mon départ, je me suis assise dans ma chambre d'enfant, entourée de cartons, ressentant un mélange d'excitation et de terreur. J'étais sur le point de déménager dans l'une des villes les plus chères du monde avec à peine assez d'argent pour survivre le premier mois. Mais pour la première fois de ma vie, je choisissais mon propre chemin. Personne ne me disait que c'était peu pratique ou irréaliste. Personne ne me comparait à Hélène ou ne suggérait que je devrais trouver quelque chose de plus stable. Le jour de mon départ, j'ai laissé une note sur le réfrigérateur, je pars à Paris pour tenter d'obtenir une place dans une école de gastronomie. J'appellerai quand je serai arrivé. Personne n'a appelé pour vérifier si j'étais arrivé saine et sauve. Pas le premier jour, ni la première semaine, jamais. Le silence en disait long sur le peu d'importance que ma présence avait eu pour eux. Là-bas, partageant un minuscule appartement à Saint-Denis avec 3 inconnus qui sont devenus pour moi une famille plus proche que ne l'a jamais été ma famille réelle, j'ai commencé comme plongeuse dans un restaurant animé du quartier latin. L'appartement était à peine plus grand que ma chambre d'enfant, et je le partageais avec Marie, une danseuse de Guadeloupe, Jeanne, une aspirante actrice de Bretagne, et Sébastien, un étudiant en art de Savoie. Nous poursuivions tous des rêves que nos familles ne comprenaient pas, et nous avons formé un lien qui m'a soutenu durant ces premiers mois difficiles. Les nuits étaient longues et mes mains devenaient rouges et douloureuses à cause de l'exposition constante à l'eau chaude et aux détergents agressifs. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. Chaque assiette que je lavais était un pas de plus vers mon objectif. Chaque service terminé était la preuve que je pouvais survivre seul. La cuisine était brutale, chaude, bruyante et impitoyable. Mais elle était honnête, d'une manière que ma famille n'a jamais été. En cuisine, vos compétences parlaient pour vous. Personne ne se souciait de votre nom de famille ou de savoir si papa avait des relations. Soit vous saviez cuisiner, soit vous ne le saviez pas. Soit vous aviez l'endurance pour le travail, soit vous ne l'aviez pas. C'était une pure méritocratie, et je me suis épanoui dans cet environnement. En silence et sans soutien, j'ai gravi les échelons de chaque poste en cuisine, de plongeuse à aide-cuisinière, puis à cuisinière de ligne, jusqu'à ce que je sois embauché par un palace parisien au sein de l'équipe principale. Chaque promotion était comme une petite victoire contre tous ceux qui avaient douté de moi. Mon talent grandissait en même temps que ma confiance, et mes plats ont commencé à attirer l'attention des clients et des critiques. Le voyage n'a pas été facile. Il y avait des nuits où je rentrais dans mon appartement partagé avec des brûlures aux bras et des coupures aux doigts, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. La culture de la cuisine était dure, surtout pour les femmes. J'ai dû prouver ma valeur 2 fois plus que mes collègues masculins, et j'ai dû le faire tout en gagnant à peine de quoi payer le loyer et des nouilles instantanées. Je me souviens d'une semaine particulièrement brutale alors que je travaillais comme cuisinière de ligne dans un restaurant réputé du quartier de l'Opéra. Le chef de cuisine était un homme colérique qui croyait à l'enseignement par l'humiliation. Il m'avait lancé une assiette à la tête parce que j'avais légèrement trop cuit un morceau de turbo, hurlant que je ne valais rien et que je ne réussirais jamais dans ce secteur. Je me suis enfermé dans le placard à provisions après cela et j'ai pleuré pendant 10 minutes, remettant en question tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Mais ensuite, j'ai repensé à ma conversation avec le chef Rochefort, à la façon dont il avait cru en mes instincts. J'ai pensé à ma famille restée à la maison, qui ne se demandait probablement même pas comment j'allais. J'ai séché mes larmes, je suis retourné dans cette cuisine et j'ai préparé le meilleur plat de poisson de ma carrière. Le même chef qui m'avait humilié 1 heure plus tôt a admis à contre-cœur que c'était acceptable. Dans ce monde, acceptable venant de sa part équivalait à une ovation debout. À 27 ans, j'ai été promue assistante de cuisine après avoir remplacé un collègue malade et impressionné le chef par ma technique au couteau. À 29 ans, j'étais déjà cuisinière de ligne, responsable du poste froid. Chaque étape était petite mais ferme, construite sur le travail acharné et la détermination, non sur les relations familiales ou les opportunités héritées. Quand je suis devenu la chef du restaurant d'un grand hôtel, ma vie a enfin pris le goût de la victoire. C'est dans cet établissement que j'ai rencontré le chef Marc-Antoine, un vétéran de l'industrie qui a reconnu en moi quelque chose que je ne voyais pas encore clairement moi-même. Il n'était pas seulement mon patron. C'était un mentor qui m'a appris autant sur la cuisine que sur la confiance et le leadership. Marc-Antoine était tout ce que j'espérais trouver dans le monde culinaire, talentueux, exigeant, mais juste. Il s'était formé à Paris sous la direction de certains des chefs les plus prestigieux au monde, et il a apporté cette discipline dans notre cuisine.
Mais contrairement au tyran pour lequel j'avais travaillé auparavant, Marc-Antoine croyait qu'il fallait construire les gens plutôt que de les démolir. « Tu as quelque chose qui ne peut pas s'apprendre, Claire ?» m'a-t-il dit un soir après le service en goûtant un nouveau dessert que j'avais créé. « Tu racontes des histoires à travers la nourriture. C'est rare. » Venant d'un homme qui avait travaillé aux côtés de lauréats du prix Bocuse d'Or et de chefs étoilés au guide Michelin, ces mots signifiaient tout pour moi. Marc-Antoine m'a encouragé à expérimenter, à prendre des risques, à trouver ma propre voie culinaire. Il n'a pas fait le travail à ma place, n'a jamais offert de raccourcis ou de faveurs spéciales, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, une véritable reconnaissance de mon talent et l'espace pour le développer. Sous sa direction, j'ai commencé à développer le style signature qui définirait plus tard mon propre restaurant. Votre sauce est parfaite. Je n'ai jamais rien goûté de tel, a commenté un critique gastronomique influent qui a visité le restaurant. Cette critique positive a été publiée dans le magazine Go et Millau. Et soudain, les gens ont voulu rencontrer la chef Claire. Pour la première fois de ma vie, des inconnus s'intéressaient plus à mon histoire que ma propre famille ne l'avait jamais fait. Mais à la maison, j'étais toujours juste la fille cadette qui travaille dans un restaurant. Le décalage était presque comique. J'apparaissais dans des publications majeures pendant que ma mère me demandait encore quand j'allais trouver un vrai travail. L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas si douloureuse. Lors d'une visite rapide dans ma ville natale, j'ai apporté des pâtisseries que j'avais créées spécialement pour l'occasion. Mon père les a goûtées distraitement et a dit « Très bien. Tu as toujours eu un don pour la cuisine. Dommage que tu n'aies pas suivi une vraie carrière comme ta sœur. » Je me suis littéralement mordu la langue pour ne pas rire. Une vraie carrière, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, nourrir l'âme des gens n'était pas aussi réel que de gérer leur argent. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon ancienne chambre qui servait maintenant de débarras pour les choses dont personne ne voulait. Mais le lendemain matin, je suis retourné à Paris avec une détermination renouvelée. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, le monde le ferait. Ma présence sur les réseaux sociaux était simple, des photos de plats magnifiquement dressés et de mes animaux de compagnie sauvés. Pas de selfies, pas de déclaration de succès. Je ne me vantais jamais de mes progrès. Peut-être parce qu'une partie de moi cherchait encore l'approbation de la mauvaise manière. Ou peut-être parce qu'avais appris que les gens vraiment confiants n'ont pas besoin d'annoncer leur confiance toutes les 5 minutes. Le fait de grandir en étant invisible, c'est que l'on apprend à laisser son travail parler de lui-même. Pendant qu'Hélène publiait constamment des messages sur ses promotions et ses accomplissements, je documentais tranquillement mon parcours culinaire. Mes abonnés sur Instagram étaient d'autres chefs, des passionnés de cuisine et des professionnels du secteur qui appréciaient le sens artistique plutôt que l'autopromotion. C'était une communauté restreinte mais engagée qui comprenait réellement ce qu'elle regardait. J'avais sauvé 2 chats dans les rues de Paris, Ombre et Moustache, qui sont devenus mes colocataires quand j'ai enfin emménagé dans mon propre studio après m'être établi financièrement. Ils étaient ma famille maintenant, m'accueillant après de longs services avec un ronronnement au lieu de critiques. Ombre, un chat noir avec une patte blanche, avait été trouvé blessé dans une ruelle derrière le restaurant. Moustache, un tabirou, avait été abandonné devant mon immeuble. M'occuper d'eux m'a appris l'amour inconditionnel, quelque chose que je n'avais jamais connu dans mon foyer d'enfance. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une proposition qui allait changer ma vie, devenir chef de cuisine dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la rive gauche. Le salaire était nettement plus élevé que ce que je gagnais, et mon nom serait sur la porte. Enfin, une validation de la part de gens qui comprenaient réellement ce que cela signifiait. Le processus d'entretien fut intense. J'ai dû préparer un menu dégustation de 5 plats pour le propriétaire du restaurant et l'équipe de direction. J'ai passé des semaines à planifier, à tester des recettes, à m'approvisionner avec les ingrédients parfaits. La nuit avant l'entretien, j'ai à peine dormi, repassant chaque plat dans mon esprit, remettant en question chaque décision. Mais quand je suis entré dans cette cuisine et que j'ai commencé à cuisiner, tout semblait juste. C'était ce que j'étais censé faire. Nous voulons que vous apportiez votre vision unique à notre menu, a déclaré le propriétaire après avoir goûté ma nourriture. Votre cuisine raconte des histoires que personne d'autre ne peut raconter. C'est amusant de voir comment des inconnus pouvaient voir ce que ma propre famille ne pouvait pas, n'est-ce pas? Ces gens qui n'avaient aucune obligation de se soucier de moi ont reconnu quelque chose de précieux que mes propres parents par le sang avaient rejeté pendant des années. Le jour même où j'ai reçu l'offre d'emploi, j'ai reçu un message de ma mère.
Hélène a été promue vice-présidente de la banque. Nous organisons une fête surprise. Peux-tu envoyer un cadeau? Je sais que tu ne peux pas venir puisque tu es occupé par ton travail au restaurant. Travail au restaurant. Comme si je servais encore des plats rapides dans une brasserie quelconque. Le mépris désinvolte a fait mal, mais il a aussi clarifié quelque chose pour moi. Ma famille n'a jamais cherché d'informations sur ma carrière. Jamais demandé de détails sur le restaurant où je travaillais. Jamais posé de questions quand je mentionnais brièvement une critique positive ou un nouveau poste. La vérité est que les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir, et ils s'attendaient à ce que je sois juste une cuisinière de ligne parmi d'autres. C'est donc ainsi qu'ils me voyaient. J'ai répondu que j'enverrais quelque chose de spécial, et je l'ai fait. Un ensemble de verres en cristal coûteux, d'une valeur de plus de 200 €, qui rendrait n'importe quelle célébration plus élégante. Sur la carte, j'ai écrit simplement « Félicitations, Hélène ». Avec amour, Claire. J'ai choisi ces verres avec soin, sachant qu'ils rendraient bien sur les photos pour les inévitables publications d'Hélène sur les réseaux sociaux concernant sa vie parfaite. Personne ne m'a remercié pour le cadeau, mais quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo sur Facebook de ma mère, Hélène tenant les verres lors d'un toast avec la légende, utilisant le magnifique cadeau de ma sœur qui ne pouvait malheureusement pas être là. Pas de nom, pas de reconnaissance, pas de statut. Dans leur imagination, j'étais juste la fille qui n'avait pas réussi comme sa sœur. Ils ne se doutaient pas que j'étais sur le point de devenir tout ce qu'ils pensaient que je ne serais jamais. L'ironie ne m'échappait pas. J'achetais des cadeaux avec de l'argent gagné grâce à une carrière dont ils ne soupçonnaient pas l'existence, célébrant des accomplissements qu'ils ne reconnaîtraient jamais. Mais bon, au moins le champagne avait l'air bon dans ces verres. Et quelque part, au plus profond de moi, je savais qu'un jour la vérité éclaterait. Je devais juste être patiente. Le plus grand tournant a eu lieu quand j'ai ouvert mon propre restaurant, moderne et sophistiqué, qui est rapidement devenu une référence dans la ville. Pourtant, j'ai maintenu mon profil bas. Je n'ai pas caché ce que je faisais, j'étais simplement ignoré par les personnes qui auraient dû compter le plus. Ouvrir mon propre restaurant a été la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. J'ai trouvé un petit local à Saint-Germain-des-Prés qui avait été un établissement en faillite. Le loyer était astronomique. La cuisine avait besoin d'une rénovation complète, et j'étais déterminé à ce que cela fonctionne. Mon restaurant, l'Essence, a ouvert ses portes dans un espace intimiste pouvant accueillir 42 personnes. J'ai créé un menu inspiré par les 4 saisons, où chaque plat capturait l'essence d'un moment spécifique de l'année, la légèreté du printemps avec des légumes frais et des herbes aromatiques, l'intensité de l'été avec des fruits vibrants. Le réconfort de l'automne avec des racines et des épices, et la chaleur de l'hiver avec des bouillons riches et des techniques de cuisson lente. C'était ma façon de montrer comment la vie, comme les saisons, traverse des cycles de renouveau. Les semaines précédant l'ouverture furent un pur chaos. Je travaillais 18 heures par jour, formant le personnel, testant les recettes et essayant de gérer le million de détails qui entrent dans le lancement d'un restaurant. J'avais embauché une petite équipe de cuisiniers talentueux qui croyaient en ma vision, y compris Sophie, une jeune sous-chef qui me rappelait moi-même à mes débuts. La regarder travailler avec la même passion que celle que je ressentais me donnait l'espoir que je construisais quelque chose de significatif. La soirée d'ouverture fut terrifiante. Je me tenais dans la cuisine, regardant les premiers clients franchir la porte, me demandant si quelqu'un viendrait réellement. Mais ils sont venus, et ils sont restés, et ils ont adoré la nourriture. À la fin du premier mois, nous prenions des réservations 2 semaines à l'avance. 3 mois après l'ouverture, le journal Le Monde a publié une critique d'une page entière qualifiant l'essence de révélation de l'année et moi, de nouvelle star de la gastronomie française. J'ai appris l'existence de la critique par Sophie, qui a fait irruption dans la cuisine en agitant son téléphone et en criant. Je l'ai lu 3 fois avant de croire que c'était réel. Les réservations sont passées de clients sans rendez-vous bienvenus à une liste d'attente de 3 mois du jour au lendemain. Je suis passé de l'inconnu à l'incontournable plus vite que l'on ne peut dire prix Bocuse d'Or. Le jour où la critique est parue, j'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Mais d'abord, j'ai reçu un message du chef Marc-Antoine, tellement fier de toi, Claire. Tu mérites chaque mot de cette critique. Avoir la reconnaissance de mon mentor signifiait tout. Lors d'un appel routinier à la maison, j'ai essayé une fois de plus de partager ma réussite avec ma famille. Maman, j'ai des nouvelles concernant le travail. Ma chérie, puis-je te rappeler?
Hélène est ici en train de montrer des photos de la nouvelle villa à Biarritz qu'ils ont achetée. Tu ne croiras pas la taille de la terrasse. Après ce jour-là, j'ai arrêté d'essayer. Non pas par colère ou par ressentiment, mais parce que j'avais enfin compris. Mon succès n'avait pas besoin de leur validation pour être réel. J'étais comme un arbre qui tombe dans la forêt. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là pour l'entendre que cela ne faisait pas de bruit. Le secteur de la restauration l'a remarqué, pourtant. Le magazine Go et Millau m'a consacré dans son numéro sur les étoiles montantes. La Fondation pour la gastronomie m'a invité à cuisiner lors de leur gala annuel. Des chefs célèbres ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux et à demander des collaborations. Mon téléphone sonnait constamment pour des opportunités que ma famille ne connaîtrait jamais parce qu'elle ne posait jamais de questions. J'ai commencé à tenir un décompte mental. Chaque distinction, chaque critique, chaque moment de reconnaissance non pas pour me venger, mais pour prouver. Prouver que je valais quelque chose, même si les personnes qui étaient censées le voir en premier étaient aveugles. Chaque succès ressemblait à une petite victoire contre tous ceux qui m'avaient déjà écarté. Que pensez-vous qu'il soit arrivé ensuite? Indiquez vos prédictions dans les commentaires. J'adore voir si vous pouvez deviner vers quoi cela se dirige. Puis, un jour, Hélène m'a envoyé un message. Elle serait à Paris pour un congrès et avait décidé de prévoir un dîner avec moi. Avec mon calme habituel, j'ai suggéré un restaurant. Mon restaurant. Hélène a accepté sans même faire de recherche, car pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son esprit, je suggérais probablement un petit établissement sans prétention que je pouvais à peine me permettre. Lire son message a fait battre mon cœur plus vite. Après toutes ces années, Hélène voulait dîner avec moi. Une partie de moi se demandait si elle avait enfin entendu parler de mon succès, mais une autre partie soupçonnait que c'était juste une occasion de plus pour elle de me rappeler à quel point sa vie était meilleure que la mienne. Quoi qu'il en soit, je savais que ce dîner serait significatif. J'ai passé des jours à planifier chaque détail. Je suis arrivé tôt et j'ai demandé à mon personnel de me traiter comme n'importe quel autre client. Je voulais voir la réaction naturelle d'Hélène sans interférence. Je me suis assise à la table réservée et j'ai attendu, me sentant comme une scientifique sur le point d'observer un spécimen fascinant dans son habitat naturel. Le restaurant bourdonnait d'activité ce soir-là. Chaque table était occupée, l'énergie était électrique et mon équipe réalisait une performance sans faille. Je regardais les autres convives savourer des plats que j'avais créés et je ressentais cette vague de fierté familière. C'était mon royaume, construit à partir de rien, seulement avec du travail acharné et de la détermination. Hélène est arrivée avec 20 minutes de retard, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel moyen d'un cadre. Certaines choses ne changent jamais. Hélène a toujours été élégamment en retard depuis la naissance, comme si le monde existait selon son propre emploi du temps. Elle est entrée avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé dans sa vie. Désolée pour le retard, a-t-elle dit sans sembler vraiment désolée. La circulation était terrible sur les boulevards. Cet endroit est plus haut de gamme que ce à quoi je m'attendais. Elle a regardé autour d'elle, évaluant l'environnement avec ce regard que je connaissais si bien, le regard de quelqu'un qui calcule mentalement combien coûte chaque détail et se demande comment sa petite sœur pouvait se permettre de manger ici. Elle a étudié le menu avec l'intensité de quelqu'un passant un examen final. J'ai vu ses sourcils se lever face au prix, je l'ai vu essayer de comprendre comment je pouvais possiblement me permettre cet endroit. L'ironie était délicieuse. Ma sœur était assise dans mon restaurant, se demandant si j'y avais ma place. Alors, comment se passe la vie à servir des tables? A-t-elle demandé négligemment tout en examinant la carte, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. L'audace était à couper le souffle, vraiment. Nous étions assises dans l'un des restaurants les plus recherchés de Paris, et elle me voyait toujours comme la petite sœur qui ne pourrait jamais rien accomplir d'important. En fait, je n'ai pas servi de table depuis des années, ai-je répondu calmement. Je suis chef de cuisine. Oh, c'est bien pour toi, a-t-elle dit d'un ton distrait, toujours occupée à étudier les prix avec la fascination de quelqu'un découvrant une nouvelle espèce. Ces prix sont assez élevés. Es-tu sûr de pouvoir te permettre cet endroit? J'ai failli rire tout haut. Failli. Mais j'avais attendu ce moment toute ma vie, et je n'allais pas le gâcher avec une satisfaction prématurée. La mise en scène était trop parfaite. Hélène était sur le point de recevoir la surprise de sa vie. Je pense que je peux m'en sortir, ai-je dit,
en prenant une gorgée du vin que j'avais personnellement sélectionné pour notre table. Le même vin qui avait été mis en avant dans la revue du vin de France le mois précédent, mais Hélène n'avait pas encore besoin de le savoir. Et ce fut exactement comme je l'avais prévu. En arrivant, ma sœur a regardé les lieux avec un air supérieur, s'est moquée des prix sur la carte et, avec un sourire en coin, a lancé « Ce restaurant est trop cher pour toi, ne penses-tu pas ?» J'ai juste souri et j'ai continué à manger. Je ne voulais rien prouver. Je voulais juste profiter du moment car parfois, le meilleur théâtre est celui où une seule personne sait qu'elle assiste à une représentation. La soirée s'est déroulée comme un chef-d'œuvre d'ironie dramatique. Chaque plat qui arrivait à notre table était l'une de mes créations. Chaque profil de saveur était quelque chose que j'avais développé au cours d'innombrables heures d'expérimentation. Hélène mangeait littéralement mon art tout en me disant simultanément que je ne serais jamais rien. L'univers a un certain sens de l'humour, je lui accorde cela. Pendant le dîner, Hélène a parlé d'elle, ses affaires, ses amis, ses chaussures. J'ai tout écouté avec la patience de quelqu'un qui a passé sa vie entière à être ignoré. C'était comme écouter un album de ses plus grands succès que j'avais déjà entendu 1000 fois, tout sur les accomplissements d'Hélène, le succès d'Hélène, la vie parfaite d'Hélène. Tu sais, Claire, j'y ai réfléchi, a-t-elle dit entre deux bouchées de mon entrée signature. Maman a dit que tu te débrouillais bien, mais honnêtement, tu as déjà 35 ans. Ne penses-tu pas qu'il soit temps d'avoir une vraie carrière? Je peux te recommander pour un poste administratif au siège de la banque. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est un début. La condescendance était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec l'un de mes couteaux de qualité professionnelle. Chaque plat qui arrivait à notre table était une œuvre d'art. Les serveurs servaient avec révérence, expliquant chaque élément avec précision. Hélène écoutait à peine, concentrée sur son monologue concernant sa vie parfaite. C'était comme regarder quelqu'un manquer un coucher de soleil parce qu'il était trop occupé à prendre des photos de lui-même. Cette présentation est incroyable, a-t-elle commenté tout en photographiant son plat principal pour son compte professionnel. Celui qui a conçu ce menu est brillant. Les saveurs sont si complexes, si sophistiquées. Je n'ai jamais rien vécu de tel. Ces mots avaient une résonance différente quand on sait qu'ils concernent votre propre création. C'était comme être complimenté par quelqu'un portant un déguisement. J'ai souri intérieurement, ressentant une petite vague de satisfaction en entendant ces paroles sincères. Les mêmes mains qu'elle pensait n'être bonnes qu'à servir des tables avaient créé chaque bouchée dont elle faisait l'éloge. La même créativité qu'elle avait rejetée comme peu pratique était le fondement de chaque plat qu'elle photographiait pour ses réseaux sociaux. Ce chef doit être un génie, a-t-elle commenté distraitement après avoir goûté le dessert. Je n'ai jamais rien mangé de tel. La technique est parfaite. Les combinaisons de saveurs sont inspirées. Cette personne est une véritable artiste. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire trop largement. Toute la soirée était surréaliste. Ma sœur était là, complètement inconsciente du fait qu'elle était assise dans mon restaurant, mangeant ma cuisine, servie par mon personnel, tout en me disant simultanément que je devais remettre de l'ordre dans ma vie. L'ironie était si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Mais le meilleur restait à venir. Le moment que j'avais préparé pendant des années n'était plus qu'à quelques minutes. J'ai vu le serveur s'approcher avec l'addition et je savais que tout était sur le point de changer. Pour ceux qui regardent encore, avez-vous déjà été sous-estimé par un proche? Dites-le moi dans les commentaires, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive maintenant. Quand Hélène a demandé l'addition, supposant déjà que je ne pouvais pas payer, le serveur s'est approché et a dit tout naturellement, ne vous inquiétez pas pour cela. La propriétaire a déjà tout pris en charge, comme toujours. Hélène fronça les sourcils. La propriétaire? Quelle propriétaire? Le serveur sourit et me désigna du doigt. Le chef Claire Benoît, propriétaire de l'essence. Sa fourchette tomba au sol, littéralement. Le son résonna sur notre table alors qu'Hélène me fixait, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Son visage passa par une série d'émotions en quelques secondes, confusion, incrédulité, surprise et, finalement, une compréhension stupéfaite. Le moment s'étira entre nous comme une corde tendue sur le point de rompre. J'ai regardé le monde de ma sœur se réorganiser en temps réel. Chaque supposition qu'elle avait faite à mon sujet, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'elle m'avait traité comme l'échec de la famille, tout s'est effondré à cet instant. Toi? Tu possèdes cet endroit?
a-t-elle demandé quand elle a enfin retrouvé sa voix, son ton mêlant l'incrédulité à quelque chose approchant le respect. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Hélène me regarder comme une personne réelle au lieu d'un meuble qui parlait occasionnellement. Oui, ai-je répondu simplement. Depuis presque 2 ans maintenant. Hélène regarda autour d'elle avec un regard neuf, observant le décor élégant, le personnel attentif, la clientèle sophistiquée. Elle voyait tout cela pour la première fois. Non plus comme une cliente, mais comme quelqu'un découvrant qu'elle était assise dans l'empire de sa sœur tout en l'ayant traitée comme une paysanne. Mais j'ai entendu des gens dire à quel point il est difficile d'obtenir des réservations ici quand je suis entré ce soir. Ils disent qu'il y a une liste d'attente de plusieurs mois. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans sa tête comme une machine à sous frappant le gros lot. Quand j'ai appelé, ils ont dit que c'était complet, mais ensuite ils m'ont rappelé en disant qu'ils avaient trouvé une annulation. 3 mois, en fait, ai-je confirmé. Mais la famille a toujours la priorité. J'ai dit cela avec le même ton désinvolte qu'elle avait utilisé pour rejeter mon existence entière pendant 3 décennies. Le renversement des rôles était délicieux. Hélène semblait véritablement abasourdie, comme si quelqu'un venait de lui dire que la gravité fonctionnait à l'envers ou que le ciel était en réalité vert. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Avec un sourire doux, j'ai répondu, je l'ai fait, plusieurs fois. J'ai dit que j'avais ouvert mon propre restaurant. J'ai mentionné les critiques, les entretiens, mais personne n'a demandé de détails. La vérité est tombée entre nous comme une brique à travers une fenêtre, brisant des années de suppositions. Ce n'était pas un secret. Il n'y avait simplement personne qui voulait écouter. Pendant des années, j'avais parlé, et il n'avait entendu qu'un bruit de fond. Chaque appel téléphonique où je mentionnais mon travail, chaque fois que j'essayais de partager mes réussites, chaque moment où je tentais d'établir un lien, tout était tombé dans l'oreille de sourd parce que ma famille avait déjà décidé qui j'étais et de quoi j'étais capable. Je dois appeler maman, a dit Hélène, encore sous le choc, tâtonnant pour son téléphone avec des mains tremblantes. S'il te plaît, n'hésite pas, ai-je répondu. Mais d'abord, aimerais-tu que je te montre la cuisine? La cuisine où la magie opère? Le royaume qu'ils n'ont jamais su que je dirigeais. Tu as semblé vraiment apprécier la nourriture ce soir. J'aimerais te montrer où tout cela prend forme. Après ce dîner, la dynamique familiale a commencé à changer. Hélène a parlé du restaurant à mes parents, et soudain tout le monde a voulu en savoir plus sur ma vie. Mon père, en particulier, a commencé à m'appeler fréquemment, posant des questions sur la marche des affaires. C'est amusant de voir comment le succès fait que les gens développent soudainement des problèmes d'audition. Ils peuvent enfin vous entendre. Le changement fut immédiat et surréaliste. Dans les 24 heures suivant la visite d'Hélène, mon téléphone bourdonnait de messages de membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Des cousins voulaient savoir si je pouvais leur obtenir des réservations. Ma tante a partagé la page Instagram de mon restaurant avec tous ses amis. Ma mère s'est soudainement souvenue de chaque détail de nos conversations et voulait savoir pourquoi je n'avais pas été plus précise sur mes accomplissements. Lors de l'un de ces appels, mon père a finalement abordé le sujet délicat. Sa voix était différente, plus douce, plus prudente que je ne l'avais jamais entendue. Claire, ma chérie, nous y avons réfléchi. Nous aimerions visiter ton restaurant. Est-ce vraiment aussi difficile d'obtenir une réservation que ce qu'Hélène a dit? Sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant lorsqu'il s'adressait à moi, du respect mêlé à une bonne dose de regret. Normalement, oui, ai-je répondu. Mais je peux vous arranger une table quand vous voudrez venir. Parce que c'est ce que font les propriétaires. Ils arrangent les choses. Ils rendent les choses impossibles possibles. Ce serait merveilleux, a-t-il dit. Et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant quand il me parlait. De la fierté. Une fierté réelle et sincère. Il aura fallu 35 ans et une liste d'attente de 3 mois pour qu'il la découvre. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel du magazine Go et Mio m'informant que j'avais été sélectionné comme chef de l'année. Quand la journaliste m'a appelé pour l'entretien, elle m'a interrogé sur mon parcours, sur les obstacles que j'avais surmontés, sur ce que le succès signifiait pour moi. Vos parents doivent être très fiers, a-t-elle commenté avec désinvolture, supposant ce que n'importe quelle personne normale supposerait d'une famille dont la fille avait atteint ce niveau de succès. J'ai hésité avant de répondre, réfléchissant à la manière de formuler cela diplomatiquement.
Il commence à apprendre à connaître mon travail maintenant. Que voulez-vous dire? Vous êtes l'une des chefs les plus célébrés de Paris. La journaliste semblait véritablement confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait passer à côté d'un accomplissement aussi évident. J'ai souri pour moi-même, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à nous voir clairement. C'était comme être célèbre partout sauf dans ma propre ville natale, sauf que la ville natale était la table de mon dîner de famille. La journaliste resta silencieuse un instant, traitant ce que je venais de dire. Puis elle répondit, « C'est en fait une très belle façon de le dire. Cela vous dérange-t-il si je vous cite là-dessus? » Allez-y, ai-je dit. Parfois, la vérité fait les meilleurs titres. Cette citation a fini par être la phrase mise en exergue pour tout l'article. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à nous voir clairement. Chef Claire Benoît. Cela faisait du bien de voir mes paroles compter pour quelqu'un, de voir ma perspective valorisée et partagée avec le monde. L'article est paru un mois plus tard, présentant une photo d'une page entière de moi dans ma cuisine, entourée des plats qui m'avaient rendu célèbre. Mon téléphone a explosé de félicitations de la part de collègues, de clients et de professionnels de l'industrie alimentaire. Mais l'appel qui m'a le plus surprise est venu de ma mère. Nous avons vu l'article, elle a dit doucement. Nous n'en avions aucune idée. Nous sommes tellement désolés, Claire. Nous sommes tellement fiers de toi. Un mois plus tard, mes parents sont venus à Paris pour dîner dans mon restaurant pour la première fois. J'ai préparé un menu spécial avec des plats qui racontaient notre histoire familiale, incluant un dessert inspiré par le seul gâteau d'anniversaire fait maison que ma mère m'avait fait quand j'avais 8 ans. Parce que si vous allez raconter une histoire à travers la nourriture, autant la rendre personnelle. Le jour où ils sont arrivés, j'étais nerveuse d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis la soirée d'ouverture. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner des critiques gastronomiques ou des professionnels du secteur. Il s'agissait de montrer à ma famille qui j'étais vraiment, qui j'étais devenu, malgré leur manque de soutien. Je voulais qu'ils comprennent non seulement ce que j'avais accompli, mais aussi comment je l'avais accompli. Ils sont arrivés ponctuellement, visiblement nerveux et peu à leur aise dans cet environnement sophistiqué. Hélène et son mari sont venus aussi, plus à l'aise mais traitant encore clairement le changement dans la dynamique familiale. Regarder mes parents naviguer dans mon monde était comme regarder des touristes dans un pays étranger dont ils ne parlaient pas la langue. Ma mère portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Mon père avait mis une cravate, ce qu'il faisait rarement en dehors du travail. Ils regardaient autour d'eux avec de grands yeux, observant le décor élégant, le personnel professionnel, l'aura indéniable de succès qui imprégnait chaque recoin de mon restaurant. Cet endroit est impressionnant, a dit mon père, regardant autour de lui avec une expression mêlant la surprise à un soupçon de regret. On pouvait pratiquement le voir recalculer 30 ans de suppositions sur sa fille cadette. Je leur ai montré la cuisine, les récompenses, les critiques encadrées. Ma mère m'a touché le bras à plusieurs reprises comme si elle avait besoin de confirmer que j'étais réel, que ce succès était réel. C'était comme si elle me rencontrait pour la première fois, me voyant comme une personne réelle plutôt que comme la fille décevante qui n'avait jamais été à la hauteur de son potentiel. « Pourquoi n'as-tu jamais insisté pour nous le dire ?» Elle a demandé pendant le dîner, semblant véritablement confuse, comme si le problème avait été mes compétences en communication plutôt que leurs compétences en écoute. Je vous l'ai dit, ai-je répondu simplement. Lors des rares fois où vous m'appeliez, je mentionnais que je travaillais dans un restaurant. Vous avez simplement supposé que je servais des tables. La vérité était douce mais sans équivoque. La compréhension s'élut sur leur visage lentement. Ce ne fut pas un moment de transformation instantanée, mais le début d'un processus. J'ai regardé mon père déglutir difficilement, mal à l'aise face à la vérité qui se révélait comme une photographie se développant au ralenti. « Claire, comment as-tu accompli tout cela ?» Il a fini par demander, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Et puis je leur ai raconté. Je leur ai parlé des nuits blanches à étudier après des doubles services. Du chef Marc-Antoine qui m'avait pris sous son aile quand personne d'autre ne le faisait. D'avoir économisé chaque centime pour investir dans mon rêve. Des critiques qui ne connaissaient pas mon histoire familiale mais qui avaient reconnu mon talent. J'ai raconté cela sans drame, sans me victimiser, juste les faits. Parce que les faits étaient déjà assez dramatiques par eux-mêmes. « Tu dois nous haïr », ma mère a chuchoté à un moment donné, les yeux brillants de larmes contenues. « Non », ai-je répondu honnêtement.
J'ai beaucoup appris de vous. J'ai appris que personne ne se battrait pour moi si je ne me battais pas d'abord. J'ai appris que ma valeur ne dépend de la validation de personne. Et je le pensais vraiment. Leur négligence avait été le meilleur professeur que je n'ai jamais voulu. Au dessert, j'ai remarqué que mon père avait à peine touché à sa nourriture. Il avait les yeux humides, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Je pense que nous te devons des excuses, Claire, il a dit finalement, la voix étranglée. Nous avons toujours supposé que... C'est d'accord, ai-je interrompu doucement. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant. Parce que garder de la rancune, c'est comme porter des pierres dans son sac à dos. Cela ne fait que vous ralentir. Hélène m'a souri avec un mélange d'admiration et une nouvelle compréhension. Ton restaurant est incroyable, Claire. Et tu es incroyable d'avoir accompli tout cela. Je ne l'ai pas fait seul, ai-je répondu en levant mon verre. J'ai eu d'excellents mentors en cours de route qui ont cru en moi quand j'en avais le plus besoin. J'ai pensé au chef Marc-Antoine, qui m'avait appelé la veille pour me féliciter pour l'article de presse. Dans les mois qui suivirent, notre relation commença à changer progressivement. Ce ne fut pas une transformation magique. Des années de schéma ne changent pas du jour au lendemain. Mais il y avait un nouveau respect, une nouvelle volonté d'écouter, de voir qui j'étais réellement. Du progrès, pas de la perfection. Lors d'une visite ultérieure, ma nièce de 8 ans est venue me voir dans la cuisine du restaurant et m'a demandé, « Tante Claire, comment sais-tu faire une nourriture aussi délicieuse ?» J'ai regardé Hélène, qui me souriait avec un nouveau regard d'admiration, et j'ai répondu à la petite, « Tu sais, quand tu dessines quelque chose et que tu te sens vraiment fier. La cuisine est mon dessin. Je m'entraîne chaque jour, même quand c'est difficile, et chaque jour cela devient de mieux en mieux. Et j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance ou la vengeance. J'avais réussi à grandir sans devenir amer, à construire sans détruire. Et enfin, j'avais commencé à gagner quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une famille qui apprenait à me voir.